Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue, voici les titres de votre journal. La mort d'une petite fille dans un hôpital de Mulhouse. L'enfant de 5 ans a été retrouvé inanimé, la tête coincée entre les barreaux d'un lit d'adulte. Le parquet parle ce soir de négligence. Soupçon de délit d'initié à la Société Générale. 1 an et demi après l'affaire Kerviel, son supérieur hiérarchique démissionne. Favorisé d'informations confidentielles, il aurait vendu des actions au moment opportun. 200 jours à la Maison-Blanche et une popularité en baisse. Les Américains attendent Barack Obama au tournant. Aujourd'hui, seule sa politique étrangère semble satisfaire l'opinion publique. Nous irons à Washington dans quelques minutes. Les hypermarchés contraints de jouer le jeu des prix bas face à la crise et aux hard discounters. Ils ont dû faire des efforts, nous avons comparé les prix. Et puis tout le week-end, nous vous emmenons à la découverte de plages secrètes. Ce soir, visite des criques mystérieuses de la Côte d'Opale dans le Pas-de-Calais. C'est un lit d'adulte qui n'était manifestement pas adapté à un enfant. Une petite fille de 5 ans a été retrouvée inanimée mardi dernier dans un hôpital de Mulhouse, la tête coincée entre les barreaux, immédiatement prise en charge. Elle est morte un peu plus tard dans la nuit. Ce soir, le parquet parle d'éventuelle négligence et d'un défaut de surveillance. Stéphanie Lafuente, Alexis Fischer. C'était son dernier jour à l'hôpital après une semaine passée au service des grands enfants. Un service où la fillette, atteinte d'une maladie génétique, se rendait régulièrement. À 9h45 vendredi dernier, sa maman l'a retrouvée inanimée, la tête coincée entre les barreaux de son lit. Le protège-barrière censé empêcher ce genre d'accident n'était plus attaché. Pour le procureur, le matériel était inadapté. Déjà en 2008, le service de la pédiatrie avait alerté la direction de la nécessité de changer ces protèges barrières qui étaient vétustes et mal adaptés. Malheureusement, aucune suite ne semble avoir été donnée à cette demande. La petite victime, lourdement handicapée, n'a pas pu se dégager seule ni appeler au secours. Les protèges barrières auraient dû l'empêcher de glisser. Ces tours de lit faits de coussins de mousse sont utilisés dans de nombreux services de pédiatrie. Ils permettent d'accueillir des enfants dans des lits adultes souvent trop grands et inadaptés. Sur ces installations, la direction de l'hôpital n'a fait aucun commentaire et s'est bornée à lire un communiqué. Les réflexions internes à l'établissement sur les causes de cet accident doivent permettre de comprendre et de prendre les dispositions pour qu'un tel événement ne se reproduise pas. Les premières observations ne démontreraient pas de dysfonctionnement dans l'organisation du service. La principale interrogation porte sur le lien entre le décès et l'équipement utilisé. Le procureur de la République va poursuivre l'hôpital en tant que personne morale pour homicide involontaire par négligence ou imprudence. Une information judiciaire devrait être ouverte début de semaine prochaine et des mises en examen pourraient suivre. 3 adultes mis en examen ce soir pour homicide involontaire après la mort d'un enfant mardi dernier à Pontpoint dans l'Oise. Contrairement à ce qu'avait d'abord déclaré un témoin, la victime n'était pas en train de se baigner quand elle a été percutée par le jet ski de son frère. En réalité, les 2 garçons de 9 et 8 ans faisaient la course sur 2 engins interdits aux moins de 16 ans. Hakim Abdelkalek, Franck Genozo, Marina Dété. Ils ont été présentés ce matin devant la justice. 3 hommes mis en examen pour homicide involontaire et mise en danger d'autrui. L'un d'eux était à l'arrière du scooter des mères qui a percuté le jet ski de Yanis, 9 ans. Il avait confié le guidon au petit frère de la victime, âgé de 8 ans. Il se dit aujourd'hui anéanti. Il a des regrets considérables. Il est marqué par le fait qu'un enfant soit mort à cause d'une faute qu'il a commise. Il s'estime fautif ? Moralement. Visés également les 2 amis des parents qui gardaient ce jour-là les enfants. Jet ski et scooter des mères sont interdits aux moins de 16 ans et les 2 frères faisaient la course. C'est comme si vous amenez un enfant dans un jardin d'enfants et que l'enfant tombe. Vous êtes responsable. Enfin là, ce sont des engins de 100 à 200 chevaux, c'est quand même pas tout à fait comme de le mettre dans un bac à sable. Je vous excuse, monsieur, mais ça sera à la justice. Il y a une instruction qui est en cours de déterminer qui a mis ces engins entre les mains de ces jeunes personnes. Dans leur première version, les adultes avaient tenté de cacher l'existence d'une course entre les 2 enfants. Certaines personnes ont pensé qu'il était plus protecteur pour le petit de 8 ans de ne pas évoquer sa présence sur un scooter des mères et essayer ainsi de le préserver. Et effectivement, puisqu'il a ce lourd sentiment de culpabilité. La justice va maintenant chercher à qui appartiennent les jet skis, mais aussi s'il y a eu négligence dans la surveillance du plan d'eau. D'autres personnes pourraient être mises en examen.
Alors les deux enfants, 8 et 9 ans, pilotaient donc un jet ski et un scooter des mers, deux engins très puissants, interdits, on l'a entendu, aux moins de 16 ans, et accessibles exclusivement avec un permis bateau, à moins d'être encadrés par des moniteurs qualifiés. Arnaud Comte, Stéphane Guillemot. Ils font de l'eau, parfois à plus de 100 km/h. Leur accélération, celle d'une voiture de sport. Des petits bolides pilotables sans permis à partir de 16 ans, à une seule condition, être encadrés comme ce groupe de débutants. Briefing obligatoire avant de prendre la mer. C'est simple, vous ne passez jamais devant un bateau. On ne s'amuse pas à sauter les vagues des bateaux non plus. D'accord? Dernière explication avant de mettre les gaz. Votre coupe-circuit qui vous sert à démarrer votre machine et à couper, vous prenez une sangle, vous l'attachez ici. Et si vous tombez, votre machine s'arrête. Vous vous sentez en sécurité sur ces engins? Oui, tout à fait. Surtout après les explications qu'on a eues, il n'y a pas de problème. Départ au ralenti. Dans le chenal, la vitesse est limitée à 5 km/h. Comme les autres bateaux, les scooters des mers doivent s'éloigner à au moins 300 mètres du rivage pour naviguer. La fin du chenal, c'est la bouée cylindrique qui est ici. Pas de restriction de vitesse là maintenant. C'est moi qui décide la vitesse, mais en général, en randonnée, c'est du 50 km/h. Si deux moniteurs accompagnent ce groupe de novices, c'est obligatoire. Arnaud, lui, est autonome, titulaire du permis bateau depuis 5 ans. Voilà, un beau permis. Moi, j'en fais tous les ans. J'ai eu pas mal de jet ski. Donc c'est vrai qu'on commence à connaître l'engin. Mais c'est vrai que pour les personnes qui débutent, je pense qu'il faut quand même avoir des bases. Depuis le début de l'été, 200 permis bateaux ont été retirés pour excès de vitesse à la sortie des ports. La moitié concerne des scooters des mers. Le rendez-vous est pris. Nicolas Sarkozy réunira le 25 août les représentants des banques françaises. Le chef de l'État réclame plus de fermeté en matière de rémunération des banquiers, alors que BNP Paribas a décidé de provisionner 1 milliard d'euros pour une partie de ses équipes. Tollé général, car la banque a reçu 5 milliards d'aides de l'État. Pour autant, son patron, Baudouin Pro, affirme que cette décision ne va pas à l'encontre des engagements pris au moment du G20. Déclaration faite ce matin à l'occasion d'une réunion à Matignon sur ce sujet. Tous les patrons de banques présents se sont engagés à faire preuve de transparence. Présent également ce matin, Frédéric Oudéa, pris dans la tourmente d'une nouvelle affaire. Soupçon de délit d'initié et démission à la Société Générale. 1 an et demi après l'affaire Kerviel, son ancien patron direct, Jean-Pierre Mustier, favorisé d'informations, aurait vendu des actions au moment opportun. Romain Messi, Bernie Mériot. Il y a peu, il dirigeait encore les salles de marché de la Société Générale. Jean-Pierre Mustier était une figure de la banque. Il a présenté hier sa démission, soupçonné d'un délit d'initié, vieux de 2 ans. Le 21 août 2007, Jean-Pierre Mustier vend précipitamment la moitié de son portefeuille d'actions, bénéfice estimé entre 50 et 200 000 euros. Au même moment, la crise des subprimes commence aux États-Unis, l'action Société Générale dégringole, la banque reconnaîtra plus tard 2 milliards d'euros de pertes. En janvier 2008, éclate l'affaire Kerviel qui coûte 5 milliards d'euros à la banque. C'est à cette occasion que l'autorité des marchés financiers ouvre une enquête et soupçonne, sans lien direct, le délit d'initié de Jean-Pierre Mustier. L'ancien patron de Jérôme Kerviel affirme aujourd'hui avoir vendu ses actions en toute bonne foi. Je voulais avoir l'esprit tranquille, ne pas avoir à me soucier en parallèle de mes actifs propres. Une version soutenue par les dirigeants de la banque. La procédure est en cours, je ne vais pas la commenter. Je suis personnellement convaincu de l'honnêteté de Jean-Pierre Mustier. Nouvelle tourmente pour la Société Générale. Il y a eu l'affaire Kerviel, puis la polémique sur les rémunérations des dirigeants de la banque en début d'année. Pour les salariés, l'affaire de trop. Le sentiment il porte vraiment sur la lassitude des coups qui pleuvent les uns après les autres, quoi. Parce que les salariés de la banque n'ont pas le sentiment que la Société Générale soit une banque qui soit pire que les autres. Une banque dont l'image aura été sérieusement écornée en un peu plus de 18 mois. Plus d'1 hectare souillé de pétrole brut dans les Bouches-du-Rhône. Des milliers de mètres cubes de fioul se sont déversés dans la plaine de la Crau, au cœur d'une réserve naturelle. À l'origine, une fuite sur un oléoduc reliant Fos-sur-Mer à l'Allemagne. Sur place, Isabelle Staes. Une nappe de pétrole en plein cœur d'une réserve naturelle. 2 hectares noyés par 4000 mètres cubes de fioul qui se sont déversés après la fuite d'un oléoduc ce matin dans la plaine de la Crau. La nappe phréatique n'est pas touchée. Les riverains
il n'y a aucun problème parce qu'ils sont très loin et donc il n'y a pas d'atteinte au voisinage, il n'y a pas de cours d'eau. Donc vous dire que c'est un souci pour l'environnement, là, maintenant, c'est impossible. S'il n'y a pas de risque pour la consommation d'eau, c'est un territoire protégé qui est touché. Une zone de 7500 hectares aux portes de la Camargue qui abrite des espèces rares, insectes et oiseaux. C'est un vrai désastre écologique évidemment puisqu'on est sur un site Natura 2000. C'est l'exploitant évidemment qui est responsable et on fera le nécessaire pour lutter s'il y a eu négligence ou quoi que ce soit pour agir. Les opérations de pompage et de nettoyage des terres souillées devraient durer plus d'une semaine. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de la fuite et les responsabilités. C'est probablement l'implosion d'un poste de télévision qui serait à l'origine de l'incendie qui a causé la mort de 9 personnes âgées hier soir dans une maison de repos de Melle, en Belgique. 3 autres blessés sont ce soir dans un état grave. Fanny Stenler. Cette femme a vécu une nuit de cauchemar. Comme elle, une trentaine de pensionnaires de la maison de repos ont été hospitalisés à la suite de leur évacuation. Le feu a pris dans une chambre du 2e étage. Selon les premiers témoignages, un poste de télévision ou un ventilateur aurait explosé et provoqué un départ de flammes. Tout est allé très vite. Il y avait énormément de fumée et plusieurs pensionnaires ont été pris au piège durant leur sommeil. 9 personnes sont mortes par asphyxie à cause des fumées toxiques. Un drame qui n'a pas pu être évité malgré l'arrivée rapide des pompiers et la solidarité des habitants. Plusieurs d'entre eux, en apercevant les flammes, se sont précipités à l'intérieur de l'établissement pour porter secours. Mon mari et moi, on a couru à l'intérieur. Il est descendu et moi, je suis montée dans les étages. On a évacué toutes les personnes que l'on pouvait. Un homme paniquait, il ne voulait pas quitter son lit, alors je l'ai tiré de toutes mes forces et je l'ai obligé à sortir. Aujourd'hui, les habitants sont venus tour à tour signer un registre de condoléances. C'est l'un des plus gros incendies qu'ait connu cette province flamande depuis une 50aine d'années. Une sortie qui tourne au drame aux Philippines. Un groupe de touristes a été pris dans des glissements de terrain après avoir réalisé l'ascension du volcan Pinatubo. Il y a 11 morts, dont 2 Français. La région est touchée par un typhon responsable de pluies diluviennes. Vincent Fischmann. Sur des civières de fortune, les corps de 2 Français, 2 touristes noyés par une très soudaine montée des eaux. Ils venaient de gravir le volcan Pinatubo, tout au nord des Philippines. Au total, 11 personnes ont péri dans l'expédition. La montagne s'est littéralement écroulée et l'eau a jailli de partout. Ils ont été balayés par la montée des eaux. Partout sur l'île, les mêmes images. Des coulées de boue géantes dues à des pluies diluviennes. Plus loin, les secours sauvent in extremis ce bébé et sa famille, jusque-là réfugiés sur les toits de leur maison. Après les Philippines, le typhon Moraco a pris d'assaut l'île de Taïwan. Rafale de 180 km/h, vague géante, les autorités ont demandé à tout le monde de rester chez soi. Ceux qui se sont aventurés dehors en sont quittes pour une grosse frayeur. Sur la côte, sauvetage périlleux. Ces marins indonésiens surpris par les vents sont passés tout près de la catastrophe. En Chine, enfin, dans la province du Fujian, 34 000 bateaux ont été rappelés au port. En prévision de l'arrivée du typhon, demain, déjà 20 000 personnes ont été évacuées. Si Nicolas Sarkozy a regagné 12 points d'opinion favorable à 53% dans les sondages depuis son malaise, Barack Obama ne peut pas en dire autant. Le président américain, qui fête aujourd'hui ses 200 jours à la Maison-Blanche, voit sa cote de popularité chuter à 50%. Politique économique, réforme du système de santé laissent beaucoup de sondés mécontents. À Washington, Loïc Delamornay, Bruno Géraudon. Dans la guerre qui oppose les gratte-ciels de la finance new-yorkaise aux allées vertes de Washington, la capitale a perdu cette manche. 32 milliards de dollars vont être distribués aux traders. Le président Barack Obama, fut-il l'homme le plus puissant du monde, n'a pas réussi à faire rentrer les banquiers dans le rang. Dernier coup de boutoir d'un président descendu de son piédestal. Ils ne sont plus que 50% d'Américains à lui faire confiance, le seuil le plus bas depuis son investiture.
La baisse de popularité courait depuis quelques semaines. Il y a d'abord eu l'affaire dite du sommet de la bière. Barack Obama avait dû s'excuser après avoir qualifié un peu trop hâtivement l'action de la police de stupide dans un dossier qu'il ne connaissait pas. Son premier couac de communication politique. Mais surtout, il y a cette crise qui s'éternise. Même si les derniers chiffres montrent un léger recul du chômage, ils atteignent un record depuis près de 30 ans aux États-Unis. Barack Obama encaisse, mais montre les dents. Cette crise bancaire n'a pas débuté sous mon mandat. Que la vérité soit dite. Et je ne veux pas que ceux qui nous ont mis dans ce pétrin discutent, qu'ils s'en aillent et qu'ils nous laissent recoller les morceaux. Allusion sans ambiguïté aux Républicains. Pour couronner le tout, l'opinion désapprouve à présent la réforme du système de santé. Un chantier colossal et noble qui vise à doter tous les Américains d'une sécurité sociale, mais qui nécessitera de nouveaux impôts, jamais très populaires. Et en direct de Washington, on retrouve notre correspondant Loïc Delamornay. Bonsoir Loïc. Alors, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que la cote de popularité de Barack Obama baisse si vite? Eh bien Marie, on va dire que oui. C'est normal. Vous savez, quand on a suscité autant d'espoir que Barack Obama, on est quelque part condamné à décevoir. Et Barack Obama lui-même, d'ailleurs, l'avait pronostiqué durant sa campagne. Alors c'est vrai, il a perdu un petit peu en popularité, mais il a les mêmes chiffres qu'avaient en leur temps Bill Clinton ou George Bush au même moment de leur mandat. Deux petites remarques, cela dit, sur ce sondage qui place les satisfaits de Barack Obama qu'à 50%. Ce sondage de 50% a largement été diffusé sur la chaîne américaine Fox News, qui est très ancrée à droite, très républicaine. Et aujourd'hui, il y a quelques heures, vient de nous parvenir un autre sondage qui, lui, provient de CNN, qui est une chaîne qui penche plus du côté des démocrates et qui place Barack Obama à 56% d'opinion favorable. Je vous laisse seul juge sur cette différence de chiffres. Dernière petite précision, quoi qu'il arrive, même s'il y a une baisse, les sondages de Barack Obama sont toujours très largement supérieurs à l'indice de satisfaction des Républicains, une manière de lui mettre un petit peu de baume au cœur. Merci Loïc Delamornay en direct de Washington. Il y a un an, la guerre entre la Russie et la Géorgie faisait plusieurs centaines de morts. Un conflit éclair de 5 jours pour le contrôle de l'Ossétie du Sud, territoire séparatiste. Aujourd'hui, 30 000 personnes déplacées le sont toujours. Christian Autain. Une minute de silence à la mémoire des morts au combat. Le président de la Géorgie a marqué ce matin le début de cette journée de commémoration dans le cimetière militaire de Tbilissi. À ses côtés, les familles venues honorer leurs proches disparus. Malgré la douleur, la fibre nationaliste est intacte. C'est un jour très difficile et en même temps, je suis très heureuse d'être la femme d'un héros et de porter l'enfant de cet homme. Il y a tout juste un an, la Géorgie lance une offensive pour récupérer l'Ossétie du Sud, une province séparatiste soutenue par Moscou. La contre-attaque de la Russie est foudroyante. La ville de Gori est pilonnée par l'aviation russe. Près de 400 civils sont tués. Après 5 jours d'une guerre éclair, les troupes géorgiennes doivent battre en retraite. À l'issue d'un cessez-le-feu, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie proclament leur indépendance avec la bénédiction du Kremlin. Aujourd'hui, 30 000 personnes ont fui ces deux territoires pour se réfugier dans des camps comme celui-ci. Une situation qui risque de durer. On voudrait bien rentrer chez nous, mais c'est impossible parce qu'on a peur. Les Russes construisent des bases militaires dans notre village. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. La tension entre la Géorgie et la Russie est toujours vive. Cet après-midi, le président Saakachvili, fidèle allié de Washington, a accusé Moscou de se comporter comme à l'époque soviétique. Vous ne trouverez aucun pays de l'ancien bloc communiste qui regrette aujourd'hui d'avoir été délivré du joug soviétique. Sur le terrain, la situation est bloquée. Les 250 observateurs de l'Union européenne sont déployés le long de la frontière, mais l'accès aux régions séparatistes leur est interdit. No one is innocent, clamait-il avec les Sex Pistols. Le rebelle le plus célèbre de Grande-Bretagne, Ronald Biggs, a été remis en liberté aujourd'hui pour raison de santé. Auteur de la mythique attaque du train postal Glasgow-Londres en août 63 pour un butin de 2 600 000 livres. Il resta en cavale 36 ans avant de rentrer malade et épuisé en Angleterre pour purger sa peine. Karine Comati. La dernière fois que Ronnie Biggs a fêté son anniversaire en homme libre, c'était il y a 10 ans, lors de sa cavale au Brésil.
Aujourd'hui, ce malfrat légendaire est un vieillard mourant que la justice anglaise consent à libérer pour ses 80 ans. Le 8 août, c'est aussi le jour où Ronnie Biggs est entré dans l'histoire. 1963, l'attaque du train postal Glasgow-Londres. 120 sacs de billets dérobés à l'ancienne et un pactole record. 35 millions d'euros aujourd'hui, partagés avec ses 14 complices. Tous sont arrêtés et condamnés à 30 ans de prison. L'évasion de Biggs sera à la hauteur du hold-up, une corde de 18 mètres et à lui, la liberté. Commence alors une rocambolesque cavale de 36 ans. Il change de visage à Paris, fuit avec les siens en Australie, fonde une nouvelle famille au Brésil, ce qui lui évite opportunément l'extradition. C'est vraiment bon de se dire, je suis arrivé à m'évader. Je me suis battu pour devenir quelqu'un, fût-il un voleur de train. En réponse aux hommes de Scotland Yard venus par 2 fois pour l'enlever, il enregistra à Rio No One is Innocent, personne n'est innocent, avec les Sex Pistols. Un pied de nez rock'n'roll qui lui coûtera cher. En 2001, endetté et malade, Biggs se rend aux autorités anglaises qui ne lui accorderont pas la liberté conditionnelle. 2 hémorragies cérébrales, un cancer. Le diagnostic de l'hôpital a fait céder la justice. Aujourd'hui, les gardiens se sont retirés de la chambre du vieux gangster qui a retrouvé celle pour qui il a tout risqué, la liberté. Retour au calme en Nouvelle-Calédonie après la signature d'un accord hier soir. Pour autant, le syndicat indépendantiste à l'origine du mouvement reste mobilisé pour obtenir la libération de son dirigeant incarcéré. Un conflit social qui révèle surtout des revendications politiques et un contexte économique extrêmement difficile dans l'île. Jenny Brifa, Guillaume Lemoine. Au siège de l'USTKE, on gère désormais l'après-conflit. Par exemple, les convocations au tribunal de certains militants. J'étais pas cagoulé, rien du tout. Et ils ont dit comme ça, j'étais cagoulé. À côté de ces militants, sur les barrages, il y avait aussi des jeunes non syndiqués venus des cités populaires de Nouméa ou des tribus environnantes. Pour certains, ils auraient été embrigadés dans un but politique. L'USTKE réfute. L'USTKE, c'est un symbole de la lutte kanak, indépendantiste. Donc voilà, à travers ça, beaucoup de populations, beaucoup de personnes se sont retrouvées et on dit quoi? C'est inacceptable et se sont solidarisées au mouvement. Pourtant, pour beaucoup, il y a bien des arrière-pensées politiques, en clair, des rivalités entre indépendantistes. Selon ce professeur d'université, le FLNKS, parti historique de la cause kanak et interlocuteur privilégié de l'État, pourrait en sortir affaibli. L'USTKE a créé il y a 2 ans une succursale politique qui est le Parti travailliste. Et son leader ne cesse de dénoncer l'embourgeoisement des partis du FLNKS dans les institutions. Et ce discours radical trouve un écho dans la jeunesse un peu désœuvrée des banlieues de Nouméa. Montravel, l'un des quartiers de cette jeunesse désœuvrée qui s'est enflammée pendant le conflit. Walter Mapéry a grandi là. Il joue un peu les grands frères dans la cité. Le gros problème, c'est tout le côté social là, qui se pose dans les quartiers, même dans les tribus, partout, c'est pareil. On a des jeunes qui sont là, ils tournent en rond parce qu'ils n'ont pas de travail. Peu qualifiés en mal d'identité, ces jeunes se sentent exclus des richesses de l'île. T'as des mecs de France, de l'Europe, qui arrivent ici à Calédonie. Ils n'ont même pas fait 1 mois ou 3 mois ou 5 mois, ils sont déjà des boulots. Et nous qui sommes nés ici, qui restons encore dans les campagnes, on n'a rien. Le contexte social explique aussi l'embrasement de ces derniers jours. La jeunesse océanienne n'a pas profité des dernières années de croissance. Ici, par exemple, 1/4 de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est 4 fois plus qu'en métropole. Il est 20h21 à suivre dans votre journal. La guerre des hard discounters et des hypermarchés, nous avons comparé les prix. Après les avenues, les boulevards et les rues, bientôt les ruelles et les jardins, comme si vous y étiez sur Google Maps. Et puis tout le week-end, nous vous emmenons à la découverte de plages secrètes, ce soir au Drossel, sur la côte d'Opale, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et dans le secteur de la grande distribution, la rivalité entre les hard discount et les hypermarchés se durcit. Les premiers étant dévolus au prix cassé et autres démarquent toute l'année. Les magasins dits traditionnels ont dû s'adapter, consentir des efforts sur leurs marges, devenir intransigeants sur les prix et pour certains créer leur propre espace hard discount. Bataille de panier, Julien Pelletier, Didier Dain. Orange fluo, une couleur voyante pour signaler la zone premier prix au milieu d'une grande surface traditionnelle. Aujourd'hui, on en trouve dans toutes les enseignes, dans tous les rayons.
Même les habitués des magasins discount y trouvent leur compte. Tous les produits d'entretien chez les hard discount et puis le reste ici. Les clients zappeurs, voilà la nouvelle cible des grandes enseignes. Pour les attirer, les distributeurs tentent de s'aligner sur les magasins à bas prix. L'essentiel à date d'aujourd'hui pour nous, c'est de conserver et de regagner certains clients qui sont peut-être partis à cause de certains de ces produits qu'on n'avait pas. La stratégie semble payer. Après une forte hausse en 2008, la fréquentation des magasins discount a reculé début 2009. Leader Price a perdu 8,5% de part de marché, ED et DIA 7,5%. Prix bas, premier prix, difficile de s'y retrouver dans cette bataille de communication. On compare et dans les magasins discount c'est moins cher, hein, bien sûr. J'ai regardé déjà et j'ai pas trouvé beaucoup de différence. Alors qui a raison ? Pour le savoir, nous avons fait le test. Notre liste comporte 15 produits de première nécessité. Riz, farine, café, jambon. À chaque fois, nous avons acheté le produit le moins cher. À la caisse du magasin discount, le ticket indique 15,42 €. Dans l'hypermarché, 15,47 €. 5 centimes de différence seulement. Pour continuer à être les moins chers, les discounters vont devoir réagir. Une chaîne d'hypermarché, ça gagne en moyenne entre 2 et 3% de ce que ça vend. Un magasin de hard discount, ça peut gagner entre 7 et 10%, jusqu'à 10% en fait, de marge nette. Donc là, il y a encore des possibilités. Il faudra donc s'attendre à une riposte des discounters. Sur le front des prix, la bataille de la distribution est loin d'être terminée. Depuis octobre dernier, sur Google Maps, vous pouviez très précisément visualiser dans une rue, sur un boulevard ou une avenue, un restaurant, une boutique ou votre appartement. Dans quelques mois, à peu près à Noël, vous pourrez aussi voir les ruelles, les parcs et les jardins. L'autorisation de la préfecture est en cours. En attendant, un tricycle blanc équipé de caméras sillonne Paris. Cécile Tartakovsky, Benoît Gadret, Vincent Barral. Un objet non identifié sillonne depuis quelques jours la capitale, ses quartiers historiques et touristiques. Ce matin, l'engin s'est posé sur le parvis de la Défense, devant des passants, parfois déboussolés. Je ne sais pas si c'est un gars du Tour de France, un jeune, je ne sais pas qui. C'est un qui a gagné, c'est pas l'Espagnol. C'est le Google bicyclette. Une bicyclette, pas vraiment. Chez Google, on parle plutôt d'un tricycle high-tech, gros vélo de 140 kg, muni de 8 appareils photo et d'un ordinateur de bord. Mission de la machine, cartographier les endroits de la capitale inaccessibles aux voitures pour les mettre sur Internet. Car Street View, cette application de Google Maps existe déjà. Grâce à elle, vous pouvez vous balader où vous voulez, quand vous voulez, pratique pour les connaisseurs. Regardez la route de l'hôtel où nous sommes, par exemple, ou les musées pour arriver ici et avoir déjà une idée où aller. Si l'application remporte un franc succès, certains y voient malgré tout une atteinte à la vie privée, en cause un accès direct à vos fenêtres et un floutage parfois approximatif. Dans une grande ville, il y a quand même un droit à l'indifférence finalement, un anonymat. Et cet anonymat, eh bien, il est potentiellement supprimé à tout instant, et à toute heure et tous les jours. Google a pris les devants, toute image jugée embarrassante pourra dorénavant être signalée. En attendant, le tricycle continue son bonhomme de chemin pour vous offrir une multitude de balades virtuelles à 360 degrés. Et tout le week-end, nous vous emmenons à la découverte des plages secrètes de France. Première escale ce soir, Audrecel, dans le Nord-Pas-de-Calais, loin des grandes étendues de sable à perte de vue, un endroit où la côte, beaucoup plus découpée, forme de petites criques, comme autant de joyaux de la côte d'Opale. Reportage Marianne Mas, Dominique Mas. On y arrive à pied, forcément, après un peu de marche. Les sentiers qui y mènent sont connus des locaux et de quelques touristes qui veulent jalousement garder le secret de leur découverte. Quand j'ai rentré ici, c'était vraiment le silence que j'ai senti. C'est spécial. Mais elle-même m'a dit, c'est secret ici. Et on a dit, on le garde secret. On ne dit à personne, c'est où, parce que sinon tout le monde vient ici. Et c'est vrai qu'il y a de quoi bronzer tranquille, à l'abri de la foule et presque de toute trace de civilisation. Pas de frites, pas de glace. Pas de si, on doit aller les chercher, c'est pas elles qui viennent à nous. C'est vrai que j'ai très faim. Lui, il veut manger. Il me pose la question 10 fois quand est-ce qu'on mange. Et bien là, il va falloir retourner manger. Parce qu'on a oublié de prendre quelque chose. Il y a combien de kilomètres le repas? 4 kilomètres par les falaises. Les falaises, c'est ce qui donne toute sa majesté au paysage.
Un sentier de grande randonnée sillonne le long du littoral et c'est depuis le haut qu'on a envie du bas. Ça vous donne pas envie de piquer une tête là? Si, mais on a essayé, mais c'est un peu bas. C'est complètement différent de ce qu'on connaît nous, parce qu'on est sur la côte atlantique, des plages très sablonneuses et très plates, et là on tombe dans du sauvage, c'est quelque chose de sensationnel. Et pas question d'avoir le vertige, la petite crique sauvage, ça se mérite. Ici on l'appelle d'ailleurs un cran, et il en faut parfois une bonne dose pour oser la descente. On va pouvoir y aller. On voit il y a un zigzag là-bas, on va essayer, on va tenter l'aventure. Tous ces petits chemins n'existent pas dans les guides. Il faut venir à leur rencontre et se plier à leurs exigences pour goûter à ces endroits privilégiés où se repose à la fois le corps et l'esprit. Football en Ligue des Champions, on connaît désormais l'adversaire qu'affrontera Lyon lors des barrages de la compétition. Le tirage au sort a eu lieu ce matin à Nyon, au siège de l'UEFA en Suisse. Les Lyonnais rencontreront donc, vous le voyez, les joueurs d'Anderlecht. Match aller le 19 août à Lyon et match retour le 25 à Bruxelles. Et le football en chiffres maintenant, ceux des transferts et des sommes astronomiques que les clubs français ont investis pour le championnat qui débute demain. Un secteur économique qui se joue de la crise. C'est de moins en moins rationnel, mais est-ce bien raisonnable? Grégory Naboulet. Jamais le football français n'avait autant dépensé. Cet été, en pleine morosité économique, les clubs de l'Hexagone ont joué à qui veut lâcher des millions. Lyon a investi 72 millions d'euros, Marseille plus de 40 et Bordeaux presque 29. À l'origine du recrutement lyonnais, il y a Karim Benzema, vendu 35 millions d'euros au Real Madrid. Avec de l'argent dans ses caisses, Lyon s'offre l'Argentin Lisandro Lopez, 24 millions d'euros. C'est un très gros investissement, c'est que ça fait prendre au club un certain nombre de risques sur l'avenir, donc il faut qu'on ait des retours. Débute alors une course à l'armement, chacun dégaine sa star. 13,6 millions dépensés par Bordeaux pour conserver Gourcuff. Marseille signe le plus gros transfert de son histoire, 18 millions pour l'Argentin Lucho González. Pour l'instant, le foot français est épargné par la crise, et ce pour deux raisons. La première, ce sont les droits télévisés qui nous assurent des ressources stables sur plusieurs années, jusqu'en 2012 en particulier. Et la deuxième raison, c'est précisément la situation financière très saine de nos clubs qui sont dans le vert depuis plusieurs années. Pour autant, ça ne veut pas dire que nous échapperons à la crise si celle-ci se prolonge. Les prix ont parfois dépassé la raison. Il y a un an, Ali Sissoko, inconnu du grand public, quittait Guignon pour Porto, moyennant 300 000 euros. Lyon l'a racheté, 15 millions d'euros. Des sommes énormes qui laissent perplexe. Ce que je regrette un peu, c'est que cette manne d'argent, en allant chercher des joueurs très chers à l'étranger, ça ne profite pas forcément au football français. Mais bon, ils ont les moyens, tant mieux pour eux. Hein. Cet été, la Ligue 1 s'est donné les moyens, au spectacle désormais, d'être à la hauteur. On a appris ce soir la mort du chanteur et guitariste Willie DeVille, le musicien américain qui allait fêter ses 56 ans, souffrait d'un cancer du pancréas. Influencé par la salsa, la soul, il aura exploré avec grâce toute la mythologie musicale de l'Amérique. C'est en 1992 que son talent a pris une dimension internationale avec la reprise de Hey Joe. Voilà, Willie DeVille, dont on a appris la mort ce soir. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. Le parquet parle ce soir d'éventuelles négligences et d'un défaut de surveillance après la mort d'une petite fille dans un hôpital de Mulhouse mardi dernier. L'enfant de 5 ans a été retrouvé inanimé, la tête coincée entre les barreaux d'un lit d'adulte, manifestement pas adapté à un enfant de son âge. C'est donc la fin de ce journal. Tout de suite la météo, Tania Young, 20h35, un téléfilm Mes parents chéris avec Catherine Jacob et Michel Aumont. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout le week-end et dès demain 13h pour l'information. Excellente soirée à tous sur France 2 et merci de votre attention. L'info continue, c'est aussi sur France2.fr.